Shalom Aleichem. Alors regardez, écoutez bien ce verset et on va essayer de comprendre ce que nous dit ce verset quand on dit que le peuple juif est un trésor pour Hachem. Va'ata im shamoa tishmeu bekoli, Hachem s'adresse au peuple juif, il leur dit, si vous écoutez ma voix, ushmartem et beriti, vous gardez, vous conservez mon alliance, vitem li segula mikol amim kili kol haaretz, vitem li segula, vous serez comme un trésor pour moi, kili kol haaretz, parce que la terre est à moi. L'ensemble de la création est à moi. Alors de quoi il s'agit ? Il s'agit ici, avec ce mot ici de Ségoula, il s'agit en fait du secret de la Torah. Le secret numéro 1 de la Torah, vous pouvez l'écouter et vous pouvez me le diffuser après derrière. Le secret de la Torah, c'est le secret du peuple juif, c'est le secret du dosage. Qu'est-ce que c'est la Ségoula ? Ségoula, c'est un trésor, d'accord, mais à quoi ça renvoie le mot Ségoula ? Vitem li Ségoula. Vous serez pour moi une Ségoula, un trésor. Ça fait référence au Ségol. Le Ségol, c'est une ponctuation qui se prononce « et », mais elle se dessine avec 3 points. 2 points qui sont sur la même ligne et un 3e point qui est en dessous. Vous avez une autre manière également de dire « et » en hébreu, c'est celle le tséré, quand la lettre est ponctuée avec 2 points horizontaux. 1, 2, l'un à côté de l'autre. D'accord ? Donc vous avez le « et » avec 2 points et vous avez le « et » avec 3 points. Le Ségol. Et vous savez que dans la Torah, il n'y a rien qui est dû au hasard. Les lettres, les mots, les ponctuations obéissent à des concepts très profonds et des concepts qui nous révèlent des vérités intimes du texte de la Torah. Le tséré, c'est 2 points. 2 points qui font référence en fait à 2 tendances. Les 2 grandes tendances qui sont présentes dans l'histoire de l'humanité, les 2 grandes présences qui sont présentes dans chacun d'entre nous. La tendance au din, à la rigueur, et parfois même à une certaine violence. D'accord ? Qui est du côté gauche, et qui est incarné par Esav, Ésaü. Et vous avez le côté droit, d'accord, qui est le côté du chesed, qui est le côté de la bonté, qui est le côté du partage, mais qui peut aller très très loin dans le partage, et on peut tout partager, on peut partager son corps, et on peut partager son intimité avec tout et n'importe qui, et on peut se déliter complètement, c'est ce que nos sages appellent Ahava Nefula, un amour qui déchoit, qui tombe. Un amour des abîmes, on va dire comme ça, d'accord ? Et la même chose dans le din, il y a la rigueur, mais il y a la rigueur qui devient une rigueur absolue, totale et dévastatrice. Donc le tséré, le et, prononcé, ponctué de cette manière, il incarne ces 2 tendances qui sont des tendances que rien ne peut contrôler. Le ségol, c'est le 3e point. Le 3e point, ce qu'on appelle la tiferet, d'accord ? C'est d'une certaine manière ce qui va permettre d'opérer la synthèse entre la bonté et le din, la rigueur, ce qui va permettre finalement à la bonté de contrôler le din, et ce qui va permettre au din, à la rigueur, de contrôler la bonté. Vitam li segula, vous allez garder, il dit, si Hachem il dit, vous allez garder mon alliance. C'est quoi mon alliance ? Mon alliance, c'est la Torah. La Torah, c'est la pensée d'Hachem, qui nous permet d'être en lien avec lui. On va accomplir les mitzvot, on va étudier la Torah, on va essayer de comprendre la Torah, et donc en fait, qu'est-ce qui va se passer ? On est en relation avec Hachem, parce qu'on parle sa langue. Et on devient un peuple de Ségoula, c'est-à-dire on devient le peuple du dosage. Vous avez tous remarqué que la Torah, elle nous ordonne de nous marier, d'avoir des enfants, d'avoir des relations conjugales, mais elle donne un cadre à tout ça. La Torah nous demande de festoyer le Shabbat et pendant les fêtes, mais il y a un cadre, d'accord ? La Torah nous demande de jeûner parfois, il y a aussi un cadre. La Torah aussi nous demande parfois de savoir faire preuve de rigueur, d'accord ? De gvoura, de force. Mais cette gvoura, elle doit être contenue. Elle doit être contenue dans un certain chesed, dans une certaine bonté. C'est pas parce que je vais faire preuve de gvoura que je vais oublier complètement ce qui se passe autour de moi. Et la même chose, parfois la Torah va demander de faire preuve de chesed, de partager, de donner de l'argent, d'aider des pauvres, d'encourager des gens, d'écouter les gens qui sont éplorés. Va me fixer des règles aussi à la manière de faire les choses. Vitem li segula. Vous êtes le peuple du dosage. Et on est ici, au cœur de l'aventure du peuple juif, depuis que la Torah a été donnée, en fait même depuis sa naissance. Vous savez qu'Abraham incarnait la bonté, Yitzhak incarnait le din, la rigueur, et Yaakov incarnait le tiferet, c'est-à-dire la synthèse et la capacité à gérer ces 2 points. Alors, Abraham a eu comme fils aussi Ishmaël, donc les ancêtres de ceux qui aujourd'hui veulent nous massacrer, d'accord ? Et Esav a produit par son petit-fils le monde occidental, d'accord ? Et il est rattaché du point de vue mystique, donc à l'Occident chrétien ou l'Occident idolâtre, l'Occident dans son agressivité
avec cette bénédiction que Esav a reçue, qui est la bénédiction de l'épée. Alors en quoi ça nous intéresse tout ça ici, dans la structure des individus et dans la structure de la famille? Tout simplement que la Torah nous demande en permanence de faire jouer plusieurs forces. On a cette obligation-là de faire jouer plusieurs forces. C'est-à-dire qu'on doit être capable, dans les relations interpersonnelles et dans les relations familiales, d'établir parfois certaines règles, et parfois au contraire de laisser certaines libertés. Et c'est ce que le Rambam dit, Maïmonide dit quand il dit que le fondement du couple, c'est que finalement le mari et la femme vont se respecter, ils vont se donner du kavod, en fait ils vont se donner de la légitimité, d'accord? Donc ils vont être capables de comprendre le système émotionnel de l'un et de l'autre, et donc ils vont être capables de partager, d'accord? Mais tout ça va se faire dans une enveloppe qui est l'enveloppe du kavod, c'est-à-dire il y a ici une structure qui se met en place et qui définit un certain nombre de limites. Et puis il y a un autre système qui est le système de la hava. Hava, mais quelle est Ashura, la hava, ça bouscule toutes les limites, ça bouscule toutes les barrières. D'accord? Le mari et la femme s'aiment et ils s'unissent, ils ont des enfants, ils ont une vie intime, ils ont une proximité émotionnelle qui est à eux qui ne s'affiche pas, qui est à eux, rien qu'à eux. Et le bon dosage va nous être donné par la Torah. Par exemple, les lois de Nida, qui font que le mari et la femme se séparent lorsque la femme a ses règles, eh bien c'est décidé finalement à gérer finalement l'intimité du couple et à s'assurer que cette intimité, c'est une intimité rafraîchissante et rafraîchie parce qu'on se retrouve, c'est comme si on vivait un mariage par mois, comme le dit Rabbi Meir dans le traité Nida. Pourquoi l'homme et la femme doivent se séparer? C'est pour que la femme soit chère aux yeux de son mari, comme au jour du mariage, et le mari et la femme finalement soient très chers l'un aux yeux de l'autre et qu'ils se retrouvent. C'est cette fraîcheur qui fait toute la différence. Ok. Mais maintenant on va essayer de comprendre ça dans la logique d'un conflit. Dans la logique d'un conflit en général, qu'est-ce qui s'est passé? Soit on a laissé libre cours au din, à la rigueur, et donc on est parti très très loin, et on a voulu imposer son point de vue par la force, on a voulu rompre d'une certaine manière, ou alors parfois assez bizarrement, d'accord, parce qu'on s'est cru tout permis, parce qu'on croit qu'on peut tout se permettre, parce qu'on croit qu'on peut finalement faire ce qu'on veut un petit peu avec l'autre, d'accord? Et c'est pas seulement par rapport à l'intimité, c'est même dans les comportements, d'accord? Finalement, on s'aime, on est là, on partage tout, donc voilà, c'est tout, on fait un peu n'importe quoi, on ne fait pas attention à son comportement. Et finalement, ce sont souvent les deux moteurs de conflit, soit trop de rigueur, soit trop finalement de laisser aller, de familiarité, où finalement on se balance des choses et on finit par vexer l'autre, on indispose l'autre. Et ce sont souvent des conflits, ça fait souvent naître des conflits, qui sont des conflits après difficiles à dénouer. Pourquoi ? Parce que quand on est parti trop loin dans une attitude, c'est très difficile après de rétablir la limite. C'est très difficile après de rétablir le contenant. Parce qu'en fait, chacune de nos midotes, chacun de nos traits de caractère, il a ce qu'on appelle un contenant. Quel est le contenant? Par exemple, le contenant de la colère. Je suis en colère, c'est terrible. Il ou elle m'a fait un truc. C'est quoi le contenant de la colère? C'est quoi le contenant? C'est le chesed. Le sentiment de bonté, le sentiment de miséricorde, le sentiment d'amour, d'affection que je peux ressentir pour l'autre. Je n'ai pas le droit de lui infliger toute cette colère. Ok, il s'est trompé, elle s'est trompée, elle fait n'importe quoi, mais il y a des limites. Et les gens qui ne connaissent pas ces limites cassent tout. D'accord? Et quel est le contenant, finalement, par exemple, de... vous savez, ces familles dans lesquelles, à un moment donné, on finit par plaisanter l'un sur l'autre. On plaisante, on rigole, on se charrie. D'accord? On finit par vexer. Alors quand on rigole, c'est la détente. On rigole l'un sur l'autre, on rigole dans une famille. Ah, parfois on est léger, on est dans une communication qui suppose une certaine légèreté, d'accord? Mais qu'est-ce qui va me servir de contenant à cette légèreté? C'est le respect. Et donc, partout où ces règles-là n'ont pas été observées, s'installe un déséquilibre. Et ce déséquilibre après, selon la durée d'installation finalement de ces attitudes, ça fait plusieurs mois, plusieurs années que c'est comme ça, à la fin vous avez des gens qui appellent et qui disent, vous savez, j'en peux plus, voilà, c'est tout, ça crie tout le temps, ou alors au contraire, on se permet n'importe quoi, on ne me respecte pas, j'ai pas ma place, je peux rien dire, etc. Et comme les comportements sont ancrés, il faut du temps pour en sortir. Alors je vais vous donner une petite, un début de recette en tout cas pour en sortir. On va appeler ça une recette, parce que c'est un peu de ça dont il s'agit quand il s'agit des comportements, mais c'est pas grave. Il faut évidemment comprendre qu'il y a plus large que ça et plus profond que ça, mais disons, commençons avec ça. La première chose d'abord, c'est de revenir à la vie en disant, je reconnais que je suis allé un petit peu loin. Je pense que nous sommes allés un petit peu loin. Maintenant, on devrait rétablir certaines règles. La première chose d'abord, c'est ça, reconnaître qu'on est parti un petit peu loin,
et rétablir certaines règles de communication, quitte à être un petit peu extrême pendant un certain temps pour revenir au milieu, comme le dit le Rambam dans le traité des 8 chapitres, mais surtout ce qui est important, c'est à un moment donné de rompre. C'est ça qui fait la force dans un couple, c'est qu'à un moment donné, on est capable de rompre avec des attitudes quand on sent que c'est problématique. Donc, on peut prendre un jour la décision de dire stop. Et ensuite, après, d'adopter une conduite qui va peut-être être une conduite, entre guillemets, un peu extrême pendant un certain temps, quitte après à revenir après à quelque chose de plus souple et de mieux huilé, on va dire comme ça. Mais en tout cas, c'est ça le secret. Le secret de ne jamais perdre de vue le ségol. Rappelez-vous bien de ça. Les 3 points, l'équilibre, d'accord ? Et comme nous ne sommes pas des anges, et que nous rompons souvent les équilibres, et puis même la vie nous met dans une situation émotionnelle où l'équilibre est rompu, vite revenir l'un vers l'autre en se disant, on a franchi certaines limites, c'est dommage. Réfléchir.